Les jours suivants, Solange, de belle grâce et beaucoup plus capable qu'autrefois de plaider sa propre cause, dissipa la froideur les villageois de Saint-Salvat. Après quelques hésitations, on en vint même à donner un pique-nique en son honneur. Par cette belle journée printanière, Solange fut l'objet d'attentions flatteuses, et pas seulement en sa qualité d'amie d'Anne Beaufort. Elle reçut des éloges pour son dévouement de consacrer ses vacances à Marie Harvard. On seconda Anne dans son rôle quotidien auprès de l'infirme. Le lendemain, le soleil n'était pas encore bien haut à l'horizon quand Anne descendit au jardin, dans sa robe fraîche. Elle traversa lentement son parterre, sans même écarter un papillon qui lui effleura la joue. Elle se dirigeait vers la terrasse, mais quelqu'un l'avait devancée. Elle s'arrêta et voulut s'éloigner. Il était trop tard, Marc étendit la main pour retenir la jeune fille qui hésitait, timide et sérieuse. Obéissant enfin au geste de Marc, elle vint s'asseoir derrière la table de pierre et déplia l'ouvrage qu'elle avait apporté. Sa broderie lui échappa bientôt. Ses mains se croisèrent aux genoux, elle baissa les yeux et parut méditer. Marc se rendit compte qu'elle n'était plus la même. Quelque chose d'inexplicable avait passé sur elle. Ses yeux étaient un peu cernés de noir, ses lèvres songeuses, fermement closes. Sa première conversation avec Solange avait brisé son illusion la plus chère, en l'obligeant à reconnaître que Marc pourrait se marier, qu'il ne lui appartenait pas à jamais et tout entier. L'énigme de Solange la tourmentait. Y avait-il un moyen de tout arranger? À quoi penses-tu, Anne? La voix de Marc la fit tressaillir. Elle rougit imperceptiblement, mais répondit sans hésiter. À toi? En voyant Anne tout à coup grandie, en pleine possession d'elle-même, de sa jeunesse, de sa vie, lui fit prendre conscience que le plus difficile n'était pas accompli, qu'il lui faudrait maintenant établir Anne, la marier. Lui fit prendre conscience qu'il lui faudrait maintenant la marier. Nous sommes si bien ensemble. Ne serait-ce pas 1000 fois dommage de nous séparer? Mais Anne, tu dois être fatiguée de ton vieux frère prosaïque et morose. Ah, toi aussi? Comment, moi aussi? Je ne veux pas te quitter. Dit-elle en un élan de volonté presque farouche qui le fit tressaillir à son tour. Marc, mon frère, mon tuteur. Quel enfant tu es! Je pourrais parler longtemps au nom de ton avenir, de mon devoir envers toi, sans que tu me comprennes. De fait, tu es encore bien jeune, rien ne presse de l'établir. Si tu dois nous quitter, te créer un bonheur en dehors de nous, tu as tout le temps d'y réfléchir. Oh si, Anne comprenait bien. Elle comprenait que leur pacte d'alliance était renouvelé, que rien ne menaçait leur union, puisque, Marc le disait, rien ne les obligeait à changer de vie. Un frôlement de robe fit bruire le feuillage de la charmille. Ils levèrent tous deux la tête, et Marc tourna son profil sévère vers la personne qui s'approchait. Ce n'était ni Rosalie, ni tante Bertile. L'apparition semblait même trop gracieuse pour appartenir au monde mortel, et pourtant, c'était Solange. Solange si délicieusement fraîche dans sa robe claire, d'une sveltesse si aérienne dans ce cadre de verdure, qu'on l'eût dit raccrochée à la terre par miracle. Son chapeau de jardin découvrait, dans l'ombre blonde et nuageuse de ses cheveux, son visage rosé et ses yeux semblables à doux fleurs bleues et mystérieusement entr'ouvertes. Elle s'avançait, baignée, comme imprégnée de la divine lumière matinale. Anne et Marc la contemplèrent plusieurs secondes en silence. Puis il y eut un échange de mots rapides qu'Anne entendit à peine. Une courte formule de politesse de la part de Marc, une excuse doucement balbutiée par Solange. Elle regrettait de les avoir dérangés. Elle n'avait songé qu'à remettre à Anne son message. Une lettre, une requête plutôt que Marie Harvard, tenait à lui communiquer avant de l'envoyer aux parents de Solange. Oui, Solange regrettait infiniment. Puis, elle disparut, emportant peut-être dans le pan léger de sa robe, dans le rayonnement argenté de ses cheveux ou dans son fugitif sourire, mais emportant à coup sûr avec elle le charme ensoleillé de cette matinée printanière. Anne, secouant avec effort une sorte d'engourdissement, se retourna vers Marc. Reprenons-nous notre discussion? Mais Marc ne parut pas l'entendre, et, comme s'il oubliait son existence, il se leva et se retira. Anne resta un instant immobile. Les grands feuillages répandaient sur elle un froid inexplicable. Décidément, l'arrivée de Solange avait remué Saint-Salvat et jeté la société du bourg dans un mouvement de plaisirs et d'amusement qui contrastait avec la routine ordinaire de ses vies paisibles et occupées. Les gens les plus braves se laissaient gagner par cet entrain, et le docteur Marc Beaufort lui-même accompagna sa sœur en plusieurs occasions.
Solange gardait, dans toutes les réunions, sa complaisance discrète, sa bonne grâce un peu indolente, et elle ne refusait jamais de se mettre au piano pour jouer les quelques valses et polkas qu'elle avait apprises par un miracle à elle seule connu. Que Solange dansât ou qu'elle fît danser les autres, Anne n'était jamais bien loin d'elle. Solange le voulait ainsi. Les deux jeunes filles se réunissaient encore auprès de Marie Harvard, à qui elle faisait tour à tour la lecture, quand la malade ne pouvait supporter la fatigue d'une conversation. Marie ne parlait jamais de sa souffrance, mais elle avait demandé que Solange prolonge son séjour en écrivant de sa main, à l'heure, à ses parents. Par une brûlante après-midi, Anne s'attardait dans le cellier tout frais où elle venait d'aider Rosalie à quelques grandes solennités ménagères. Il n'y avait point de sympathie entre la vieille servante et la jeune fille, et l'intervention pacifique de mademoiselle Bertil évitait entre elles plus d'un conflit. Leur culte commun pour le docteur leur était plutôt une cause de conflit. Marc ne montrait que peu de patience pour les exigences tyranniques de Rosalie, mais Anne était trop généreuse pour se venger du vieux cœur jaloux, irritable. Votre mauvaise pièce du Charolais aurait bien dû rester là-bas à garder ses moutons. Je ne sais de qui vous voulez parler. Fit Anne d'un air de mécontentement qui resta sans effort sur la dure écorce de la servante. Faites la sourde oreille à votre guise. C'est de Solange Talouet que je parle. Sa mère aurait dû la garder à surveiller les moutons. Faudrait-il qu'elle soit obéissante d'abord? Que dites-vous là, Rosalie? Solange est la plus docile des filles. Alors que sa mère peine sang et eau, et que son pauvre papa pioche la terre à s'en casser le dos? Je connais les Talouet. Solange reste à Saint-Salva pour soigner Marie. Être éloignée de ses parents lui pénant. Ta. Elle soigne bien Marie Harvard à gambader par prés et par chemin. Qu'elle vienne pas faire sa chatte avec moi. Solange est ma meilleure amie. Ce coup-ci, mademoiselle Anne, je vous tire ma révérence. Le jour viendra où vous en serez autant rassasiée que moi de votre meilleure amie. En attendant, votre frère, lui, a l'air de goûter en sa compagnie. Votre ménage vous fait tourner la tête. Et chez qui il passe ses veillées au lieu de nous tenir compagnie? Anne allait répondre, mais au même instant, un chapeau de paille enrubanné apparut derrière la petite grille de la cour, et Anne vit s'approcher l'objet même de leur dissentiment. Solange, rose et jolie à son habitude, dans une robe percale à bouquet. Anne, ne sachant à quoi attribuer cette visite, courut au-devant de son amie, et bientôt Solange, tenant Anne par le bras, traversa l'étroite cour où l'infatigable Rosalie vaquait à son fameux savonnage. Travailleuse acharnée dans sa jeunesse, Rosalie ne capitulait point sous les atteintes de l'âge, et elle méprisait pour les incapables, entraînant son vieux corps usé et défaillant. « Entre donc !» dit Anne simplement. Mais Solange regardait Rosalie accroupie, barrant le seuil du portail qui donnait accès dans cette partie de la maison. « C'est Rosalie. » Solange reculait un peu, puis fit de sa voix la plus douce. « Bonjour, Rosalie. » Un grondement indistinct lui répondit. En mon pays, les jeunesses se taisent jusqu'à ce que les personnes d'âge leur parlent, et n'entrent pas non plus chez les gens comme en un moulin. Solange sourit, et Anne ne put s'empêcher d'admirer la patiente gaieté que son amie opposait à la mauvaise humeur de la vieille. Mais Rosalie continuait de barrer la porte, se ramassant dans sa pose bizarre de vieux dragon gardant l'approche de sa caverne. Elle levait sur Solange un mauvais regard, leurs yeux se croisèrent une longue minute. Puis, avec son petit sourire si doux, Solange posa le bout de ses doigts sur l'épaule inclinée de la servante, qui s'écarta, comme si elle avait eu soudain peur de cette visiteuse importune. Les jeunes filles pénétrèrent dans le vestibule obscur, et Anne emmena Solange en disant qu'elle allait lui montrer sa chambre. « Montre-moi tout. » Puis, regardant autour d'elle, dans une pièce qu'elles traversaient ensemble, « Rosalie est un oiseau de mauvais augure, mais la tenue de sa maison lui fait honneur. » Je soupçonne tante Bertil d'y travailler beaucoup, car je ne pense pas toujours à l'aider. « C'est mal, ma petite Anne. Le ménage est le domaine d'une femme, et surtout d'une sœur attentive. » Solange examinait les appartements avec une attention sérieuse, profonde, concentrée, qui trahissait un insatiable intérêt pour l'existence intime de son amie. Pourtant, elle ne fit que passer dans la chambre d'Anne et s'arrêta dans une grande pièce voisine dont les 2 portes-fenêtres ouvraient sur un balcon. « La chambre d'apparat, je présume? J'en ferai mon appartement. » Si tu étais à ma place. Eh bien, moi je te l'aurais donné, si tu avais préféré notre hospitalité à celle des Harvard. Mais tu ne m'as pas expliqué au juste pourquoi tu y étais venue aujourd'hui. Très joli, cette espèce de petit salon.
Cela ferait pour ton frère un cabinet de consultation plus indépendant que le sien. Pour Marc? Ah non, c'est trop séparé de nous. Il aurait à sortir par le balcon pour recevoir ses clients, tandis qu'à présent, il lui suffit d'ouvrir une porte. Et cela ne te fait rien de sentir tous ces malheureux souffrir près de toi? S'ils viennent, c'est pour guérir. Je mourrais s'il me fallait subir le voisinage des malades, entendre l'écho de leurs plaintes. Mon soleil en serait assombri. Je fais de mon mieux pour les pauvres clients de la campagne. Je les réconforte et les console pendant qu'ils attendent à la cuisine. À la cuisine? Certainement, ils s'y chauffent en hiver. C'est une habitude dispendieuse pour vous, et qu'il faudra perdre. Pour en revenir à ma mission, les cousines de Marie organisent une fête demain. L'idée est venue qu'on pourrait décorer de feuillages et de bouquets l'orangerie. Nous avons tout de suite pensé à toi pour nous aider. Donc, Marie nous attend. Assieds-toi une minute, je suis à toi. Il ne s'était pas écoulé beaucoup plus d'une minute, en effet, quand Anne reparut coiffée et gantée pour sortir. Quel coup de vent! Dit Solange avec un peu d'ennui, en se laissant entraîner dans la rue par l'allure vive de sa compagne. Mais je n'ai pas encore ton agilité, et je n'entends pas me mettre en nage pour te suivre. Anne ralentit sa course. Mes nièces dévalisent le jardin avec leurs amis. Dit Madame Harvard qu'elles rencontrèrent à la porte de Marie. Anne, votre frère rentre-t-il ce soir? Nous ne comptons pas au Marc avant mercredi, madame. Il rentrera pour la fête de demain. Je ne pense pas. Je vous prédis qu'il viendra. Le docteur Beaufort aime beaucoup la musique, à ce qu'il paraît. Il veille tous les soirs chez mes nièces, depuis qu'elles organisent des quatuors avec Solange. Anne ne dit rien, mais son cœur couina. Pourquoi ni son frère ni Solange ne lui avaient parlé de ces réunions quotidiennes? Merci d'avoir laissé cette histoire pénétrer ton cœur. Retrouvons-nous au chapitre suivant.